Anthony Giretti, un fidèle du podcast, va sortir début avril un nouveau livre consacré à la pratique des tests unitaires. Pas de théorie, mais de la pratique sous Visual Studio. Comment créer son projet de test, comment faire du code testable, quels sont les outils conseillés pour faciliter ces tests. DevDevDev.net, épisode 65, le livre d'Anthony sur la pratique des tests unitaires, c'est parti! Bien, bonjour et bienvenue pour ce 65e épisode de DevDevDev.net. Alors aujourd'hui, on va encore une fois parler de tests unitaires. Et pour cela, je reçois Anthony Giretti. Bonjour. Bonjour Richard. Donc Microsoft MVP depuis 2018, si je ne m'abuse. Exact. MCSD, Technical Lead sur .NET, Angular, Azure, blogueur, auteur de livres, c'est ce qu'on va voir. Et tu es également actuellement à ton compte. T'es à Québec, je crois. Non, je suis à Montréal. T'es à Montréal. Oui, bon, c'est pas loin. Oui, c'est 3h30 de route quand même, en voiture. Bien, donc si tu es là aujourd'hui, alors tu étais déjà venu pour le 3e épisode de DevDevDev.net, donc tu es un fidèle. Et cette fois-ci, c'est pour nous présenter un nouveau livre qui va paraître début avril, je crois. Exactement. Au format électronique mais au format papier. D'accord. Et donc, il s'appelle The Unit Testing Practice Cookbook. Exactement. Donc, chez Apress, donc une excellente maison d'édition. Et donc là, tu vas nous parler de tests unitaires. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir concrètement à l'intérieur de ce livre ? Alors déjà, pour commencer ce livre, c'est une histoire. Je me sentais... j'ai ressenti le besoin d'écrire un livre parce que, ces 10 dernières années... Partout dans des compagnies où je suis passé, je me suis rendu compte que les tests unitaires étaient complètement absents, incompris et donc mal faits, ou bien faits mais négligés. Donc j'ai pris on va dire que j'ai pris l'expérience de tout ce qu'il ne fallait pas faire au cours de ces 10 dernières années. Et je me suis dit, on va en faire un livre. Parce qu'en fait, tout le monde fait les mêmes erreurs. Et puis, je me suis dit, on va mettre ça sur papier. Donc, c'est pas un grand livre, là, contrairement à gRPC ou les REST-API que j'ai pu faire. C'est pas un livre de 400 pages, ça va être un livre de 100-150 pages, où vraiment, je vais aller droit au but. Et puis expliquer la nature des tests unitaires, parce que beaucoup le confondent avec des tests d'intégration, par exemple, pour ne citer que ça. Et quand j'ai remarqué qu'il y avait des tests unitaires, parfois ils étaient mal faits, voire ils ne faisaient rien du tout. Donc la pratique est mal connue et j'apporte sur la table des exemples concrets, simples mais concrets. Et quand tu auras compris ça, tu auras compris ce que c'est les tests unitaires et tu pourras intervenir sur quasiment tout et n'importe quoi. Évidemment, c'est des exemples simples. Dans la vraie vie, c'est un peu plus gros, des projets sont plus gros, plus complexes, mais si tu comprends ce livre-là, tu pourras unit tester ton application. D'accord. Donc, dans un premier temps, je suppose que tu as présenté un petit peu comment se passent les tests unitaires, c'est-à-dire quelles sont les bonnes pratiques pour mettre ça en place. Exactement. Est-ce que tu veux que je partage mon écran ? Oui, je veux bien. Parfait. Je vais te montrer le plan. Hop. Donc, la table des matières. On a l'introduction, etc. Mais oui, mon introduction et l'histoire du livre que je viens de te citer. Puis le chapitre 1, c'est évidemment l'introduction de la pratique des tests unitaires. Donc, c'est quoi un test unitaire ? C'est tester en isolation une fonctionnalité de ton application. Souvent, c'est confondu, on va dire, avec des tests d'intégration qui se permettent de connecter des systèmes entre eux, à la base de données, tester par exemple dans ASP.NET Core des contrôleurs, etc. Pas du tout. On va juste tester une unité. Et puis j'amène les mots-clés principaux. Personne n'a jamais entendu parler, dans mon expérience, du mot-clé System Under Test qu'on appelle SUT. C'est simplement la fonction et la classe que tu veux tester. Et à partir de là, quand tu comprends c'est quoi ton système under test, tu vas comprendre
qu'est-ce que tu as besoin de tester? Parce que parfois, j'ai vu des tests unitaires sont faits, mais les développeurs ne savaient pas vraiment ce qu'ils testaient. Donc, Mhm. ce premier chapitre est fait pour t'expliquer c'est quoi un test unitaire versus un test d'intégration, un test end-to-end, un smoke test, etc., etc. Et ensuite, la base du test unitaire. Qu'est-ce que tu veux tester et comment? Alors, c'est pas hyper long, ça fait peut-être 5, 6, un peu moins de 10 pages. Mhm. Et puis, dans le chapitre 2, ben, il faut aller un petit peu plus loin parce que une fois que tu as compris qu'est-ce que tu veux tester, il faut pouvoir aussi l'unit tester. Et j'ai vu souvent les mêmes erreurs. C'est du code fortement couplé. Forcément, si tu pars d'une bonne intention, mais que tu as mal codé ou mal architecturé ton application, tu vas pas pouvoir le unit tester, tu vas devoir refactoriser d'abord. Et dans 99% des cas, c'est ce que tu as besoin de faire avant de faire des unit tests. Donc, je vais introduire la notion de clean code. Euh, Comment bien coder ton application, avoir des noms de fonctions meaningful, qui soient parlantes, que ton code soit lisible. Je vais parler des practices comme Kiss, Yagni, etc. Donc, tu n'as pas besoin de complexifier ton application, par exemple, quand c'est pas nécessaire. Et puis, évidemment, on parle de clean architecture. Donc, la clean architecture, on s'entend là, c'est son fondement basic, c'est le découplage complet de la business logique et de ton infrastructure. Peu importe ensuite que tu utilises du domain-driven développement, hexagonal, oignon, peu importe, c'est pas du tout ça qui nous intéresse, c'est pas la forme dans laquelle la clean architecture va prendre forme, c'est le découplage. Une fois que tu as compris comment il fallait découpler, je parle des separation of concern, l'injection de dépendance, etc., eh ben, tu vas avoir une application qui est testable. Donc, quand tu as lu les 2 premiers chapitres, tu es quasiment prêt à passer à l'action. Mais avant ça, avant de passer vraiment au concret, une fois que tu as compris les principes, ben, il faut connaître quand même les bons outils. C'est ce que je parle dans le chapitre 3. Les meilleurs outils. Par exemple, moi j'ai choisi d'utiliser XUnit versus NUnit. Donc, tu as différentes écoles, NUnit, Ouais. XUnit. Moi, j'ai choisi la team XUnit, qui est le runner de tests unitaires. Tu as des Je outils. fais partie de la team. Parfait, super. Tu as les outils de mocking. Alors, tu en as beaucoup qui utilisent EmoQ, voire Fake It Easy. Moins souvent Rhinomox parce qu'il est très verbeux et complexe à utiliser. Moi, ma préférence, c'est NSubstitute. Donc, je vais parler d'NSubstitute. J'aime bien sa syntaxe. Il est assez simple à prendre en main et il a une belle documentation. Et puis ensuite, tu as les petits à côté qui vont te simplifier la vie. Ils ne sont pas obligatoires, mais moi je trouve vraiment chouette. Tu as AutoFixture. Par exemple, quand tu veux setup des objets qui ont une tonne de propriétés et dont tu n'as pas nécessairement besoin de valeurs spécifiques, en one line, tu peux créer un objet qui a 30 propriétés juste en une ligne de code. Bien sûr, tu peux le personnaliser propriété par propriété, mais ça fait du code assez simple. Parce que le but premier des tests unitaires, c'est de comprendre rapidement l'intention, mais aussi de pouvoir le maintenir et le lire, et surtout le comprendre. Donc, moins tu as de code, moins tu as de lignes de code dans ton test unitaire, plus il va être, on va dire, lisible. Donc, j'utilise AutoFixture pour setup des objets pour mes tests unitaires. Ensuite, pour les assertions, j'utilise un outil sympathique qui est Fluent Assertion. Ah, le Alors oui, fameux. il est devenu payant, il y a une polémique, c'est la version 8. Alors j'avertis le lecteur quand même que la version 8 est payante, mais la version 7 qui reste gratuite et qui le restera, fonctionne avec .NET 9, il n'y a aucun problème. Et donc, j'utilise des assertions en forme de méthode d'extension qui, une fois chaînées, peut faire des phrases. Je trouve les assertions plutôt sympathiques à lire et, et au-delà du fait qu'elles soient sympathiques, plutôt faciles à lire. Et mon Ouais, favori, euh, personnellement, moi, j'ai basculé chez Shoodly, Shoodly. ouais, qui est la même chose que Fluent Assertion, mais qui est toujours open source, lui. Exactement, mais encore une fois, hein, la version 7 de Fluent Assertion, elle reste Ouais, et elle restera gratuite. Mais oui, Shoodly ressemble très ouais. fortement
à Fluent. J'ai hésité à en parler, mais je me suis dit, comme Fluent Assertion est plus connu, Ouais. j'ai gardé cet outil-là. Et puis enfin, pour comparer des objets, j'ai utilisé ToExpectedObject. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire des assertions sur des objets avec une seule ligne. Pourquoi? Parce que en général, quand tu compares des inputs et des outputs, tu vas comparer des objets qui ne sont pas nécessairement la même référence, voire du même type. Donc, tu fais le mapping que tu veux, et puis à la fin, pour faciliter ta comparaison par valeur et non pas par référence, tu peux utiliser expected object et tu fais un test sur une seule ligne. C'est très pratique aussi, parce que quand un objet, il n'est pas... Parce que quand les deux objets que tu veux comparer, celui que tu attends et l'output ne sont pas de la même référence, ben, tu es obligé de tester propriété par propriété. Et si tu as la malchance d'avoir des objets imbriqués, ça peut très vite devenir illisible. Avec tout Ouais. expected object, mais pardon, je confonds avec la méthode d'extension qui s'appelle toExpectedObject pour transformer un objet, eh ben, ton assertion se fait en une ligne et elle est beaucoup plus lisible. Mhm. Euh, voilà, et puis ensuite, une fois que tu as ça, j'apprends le développeur à utiliser Visual Studio pour lancer ses tests unitaires, voir les messages d'erreur s'il y en a, et tout simplement apprécier quand tu as une petite coche verte quand ton test passe. Mhm. Ouais. Euh, Oui, donc oui, non, là, vas-y. ça fait déjà un tiers du livre, quand même. D'accord. Oui, non, mais Euh, c'est les bonnes bases pour savoir, j'allais dire concrètement parlant, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour être à l'aise et avoir des tests unitaires qui soient suffisamment complets, quoi. exactement. Exactement. Et puis, là où ça commence à devenir intéressant, c'est le chapitre 4. Souvent, il y a beaucoup de cas, tu peux nécessairement les trouver sur le web, Stack Overflow, mais moi j'ai réuni à la seule et unique place dans mon livre comment tester certains cas. J'ai parlé des data tables parce que tu peux pas moquer facilement des data tables, par exemple, tu peux pas les setup facilement. Tu es obligé de créer des data colonnes, des data rows, pardon, et ajouter des valeurs. Donc ton test, il peut facilement, juste avec 3 colonnes et 3 lignes, tu peux rajouter à peu près 15 lignes de code juste pour 3 colonnes et 3 lignes. Hmm. Quand tu consommes un data table. Donc moi, je vais régler le problème en introduisant Newtonsoft qui te permet à partir d'un fichier JSON, transformer un JSON en data table en 2 lignes de code, D'accord. par Ouais. exemple. Ah Ouais, oui, donc là tu abordes, j'allais dire, concrètement parlant, les petits trucs qui nous embêtent tous les jours les dans les edge tests cases, unitaires. exactement. Voilà. Donc, par exemple, avec les data tables. Tout ce qui Et te casse les pieds, effectivement. ouais, Et Dieu sait si dans des projets legacy, il y en a des data tables. ouais, Dieu sait s'il y en a. ouais. Euh, Évidemment, je recommande toujours des données typées, mais parfois, malheureusement, tu n'as pas le choix. Le deuxième cas que je vois, mais alors dans 100% des cas, c'est la mauvaise gestion des data time. Ouais. Par exemple, quand tu veux, tu as un service qui te permet d'utiliser une date parce que tu veux tester est-ce que nous sommes aujourd'hui l'après-midi. Ben, tu vas faire datetime.no, est-ce qu'il est supérieur à 12, c'est-à-dire est-ce que nous sommes l'après-midi. C'est super, mais dépendamment de ta time zone, un même Hmm. test ne va pas marcher dans la même time zone à chaque fois. Maintenant, chez toi, ça sera false, et puis chez moi, ça sera vrai. Non, ça sera l'inverse, pardon, pour la simple et bonne raison que si on utilise toi et moi le même serveur, ok, Mhm. alors, on n'aura pas le même résultat parce qu'on n'est pas au même endroit. Donc, la gestion du time, du date time, ben, il faut simplement pouvoir le rendre mockable. Donc, on utilise des time providers qui sont implémentés par Microsoft, qui sont built-in. Donc j'explique tout ça. Oui, ouais, c'est ce que Autre j'allais dire. Et ça, c'est nouveau avec .NET, c'est depuis .NET 6, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus. Alors, depuis .NET 5, tu as non, tu as System Clock, et Mhm. depuis .NET 8, tu as Time Provider. Voilà, c'est Il ça. rend obsolète le System Clock parce qu'il y avait une petite imprécision sur les millisecondes. Pas hyper grave, mais bon. Ouais. Euh, Ils ont fait une nouvelle implémentation. Souvent aussi, je vois beaucoup de méthodes d'extension qui sont, on va dire, plus des méthodes statiques. Bah là, ça dépend. Tu peux utiliser quelques petites méthodes statiques, elles n'ont pas beaucoup de lignes.
Mais tu es obligé de les tester en même temps que la méthode à plante. Donc, tu as deux possibilités. Si c'est des petites méthodes, OK, tu les unit tests en même temps que la méthode à plante. Si c'est des grosses méthodes, vaut mieux en faire un service externe injectable que tu peux moquer. Mais ce point numéro 3, il n'est pas juste là pour parler des méthodes d'extension en soi, mais il est aussi là pour traiter du e-logger. Il est très difficile quand tu unit test, de vérifier comment tu invoques ton e-logger. Pourquoi? Parce que ton log information, log debug, toutes ces méthodes-là sont des méthodes d'extension. Et tu ne peux pas moquer des méthodes d'extension sur des interfaces, malheureusement. Et pour ça, soit tu l'as fait à l'ancienne, c'est-à-dire que tu vas voir la vraie implémentation qui contient 6 ou 7 paramètres et tu dois t'amuser avec, soit tu utilises une librairie Fake Logger qui va te permettre de moquer le e-logger dans son intégralité et qui va faciliter ton test unitaire. Donc, c'est un problème que je n'avais pas résolu, je l'ai résolu récemment parce que je ne connaissais pas cette librairie. Donc, j'en parle avec des exemples de code et ça devrait faire l'affaire de pas mal de développeurs. Ouais, personnellement, les méthodes d'extension, c'est vrai que c'est quelque chose maintenant qui est un peu à la mode, je trouve, parce que Microsoft l'utilise à tire-larigot. Et personnellement, je suis toujours un peu sceptique par rapport à ces méthodes d'extension. Mais bon, bref. Il n'y a pas de vérité absolue, ça dépend de Non. l'implémentation de cette méthode, si elle est unit testable ou non, si elle est mockable ou non, mais c'est surtout le volume. Parce que si tu as une méthode d'extension qui fait 100 lignes de code et que ta méthode appelant, ton code appelant, il fait 5 lignes, bah, tu vas être obligé d'unit tester 105 lignes de code. C'est pas très pratique. Donc, il n'y a pas de vérité absolue, c'est le développeur qui doit choisir comment il veut s'y prendre. Donc, c'est un peu le même problème avec les private methods. Plus tu en as, plus ça rend le test unitaire de ta méthode appelante compliqué. Alors, moi, dans mon expérience, quand tu as une méthode privée qui fait 3-4 lignes de code, c'est pas grave. Tu peux la unit tester avec ta méthode appelante. Pourquoi? Parce que on dit souvent que c'est le détail d'une implémentation. Ça fonctionne quand tu as quelques lignes. Par contre, dans beaucoup d'entreprises où j'ai pu mettre les mains dans le code, j'ai vu des méthodes privées qui faisaient 50 voire 100 lignes de code. Tu peux pas unit tester ça. Enfin, oui, c'est toujours le détail de l'implémentation de ta méthode à plante, mais là, ça fait plus de sens. Tu dois tester 100 lignes de code d'un coup. C'est ingérable. Alors, tu as deux possibilités. Soit tu unit testes uniquement ta méthode privée, et là, tu es obligé de le faire par réflexion. Attention, ce n'est pas la bonne pratique, mais je montre quand même comment le faire si tu veux le faire. Tu as la méthode privée dans une librairie cachée ou legacy auquel tu ne peux pas trop toucher. Pareil, tu peux utiliser la réflexion. Sinon, ce que je recommande le plus, c'est de splitter ton code en méthode de service injectable et tu peux les moquer. Et ensuite, tu unit testes ces méthodes-là à part sur le côté pour tester leur fonctionnement bien à elles, sans impacter le test unitaire de ton code appelant. C'est la meilleure pratique à date. Oui, j'allais dire, c'est du refactoring. Et quand tu parles de clean code au début, on est typiquement face à cette problématique. C'est-à-dire qu'on a un code qui, entre guillemets, qui est mal foutu parce que justement, il est trop complexe et non accessible, quoi. Exactement. Et ça arrive beaucoup avec des projets legacy ou des projets que tu as laissés à des juniors où il n'y a pas eu de code review. Et malheureusement, quand tu arrives, il est un peu trop tard. Ouais. Ça arrive souvent. Je parle après des classes internes, integral classes. Donc là, c'est pas compliqué. Tu rends ton code visible dans ton test unitaire, tu as juste un attribut à ajouter. Donc pas besoin d'insister là-dessus, mais c'est quand même bon à savoir, parce que tu en as qui ne le savaient pas, et moi, ça faisait pas si longtemps que je l'avais découvert, hein, ça fait que quelques années là. Et j'ai jamais su, je savais pas comment faire quand j'étais un développeur junior, par exemple. Puis ensuite vient les classes virtuelles et les classes abstraites. Ah, mais comment on fait? Bon, les classes abstraites, tu peux pas les instancier. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as deux façons de faire. Soit tu crées une fake classe, une fake implémentation. Alors, attention, tu as ta classe abstraite qui contient des méthodes virtuelles que tu peux overrider et qui ont déjà du code à l'intérieur, voire qui ne font rien. Donc, si tu as déjà du code
dans ta classe abstraite, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu crées effectivement une classe dérivée pour ton test unitaire, et là, tu peux l'unit tester sans changer l'implémentation de la classe mère, évidemment. Maintenant, si tu n'aimes pas ça, si tu n'aimes pas. Alors, si une classe abstraite n'a aucune implémentation par défaut dedans, c'est même pas la peine de la unit tester, on s'en fiche, Ouais. puisqu'elle Ouais. elle ne fait rien. Mais là, ce qui est rigolo, c'est qu'avec NSubstitute, tu peux configurer une substitute pour que lui, il te crée une implémentation de ta classe abstraite pour la rendre unit testable. Donc, NSubstitute a une fonctionnalité qui permet à l'interne, et c'est complètement invisible pour le développeur, de substituer ta classe abstraite, donc de l'instancier, mais à l'interne, il crée une sorte de classe fille qui implémente toutes les fonctionnalités de la classe mère. Et là, tu peux la unit tester directement. Ouais, C'est la en gros, méthode. c'est soit tu fais ta fake class, et dans ces cas-là, tu la Exactement. réécris, soit tu utilises NSubstitute et c'est lui qui fait le boulot à ta place, quoi. Exactement. Et il n'y a pas photo, il y en a un, tu fais plusieurs lignes de. Donc, si ta classe, elle a 10 méthodes avec chaque fois une implémentation par défaut, tu vas peut-être y aller avec NSubstitute parce qu'il va te faire tout en une ligne, évidemment. Mhm. Sinon, tu peux toujours le faire à l'ancienne si ça t'intéresse de savoir comment une substitute fonctionne. Ensuite, tu as les HTTP Client et les HTTP Client Factory. Alors là, c'est assez complexe, il faut le savoir, parce que ce qui est compliqué là-dedans, c'est de comprendre que ce n'est pas ton HTTP client qu'il faut moquer, mais ton HTTP Message Handler qui lui s'occupe de l'envoi des requêtes et des réponses et de la réception des requêtes HTTP. Donc ce qu'il faut Mhm. faire, c'est simplement moquer avec une librairie ou non ton HTTP Handler message que lui tu passes en constructeur de ton client HTTP. Et ensuite, tu peux unit tester ton HTTP client. Par contre, par contre, le HTTP client fait quand même quelques vérifications. Donc, si tu fais des tests unitaires en passant n'importe quoi comme URL, ça ne va pas fonctionner. Même en cas de test unitaire, tu es obligé de lui donner un format d'URL valide. HTTP, HTTPS, un Mhm. nom de domaine, .com, etc., etc. Si tu mets juste une chaîne de caractères, ça ne va pas fonctionner parce que c'est quand même un vrai HTTP client que tu testes, mais avec un handler à l'interne qui est faké. En gros, il fait la même chose sans faire de vrai appel réseau. Et puis, autre chose, tu vois, je l'ai oublié et je vais le corriger tout de suite, c'est que j'ai oublié dans mon bouquin le point numéro 8, tu vois. Mhm. C'est les Oui. méthodes ref et out parameters. Tu peux simuler le comportement d'un mock en lui passant en paramètre un délégué. Donc, du coup, tu peux simuler son implémentation, bien qu'elle te soit invisible. Parce que souvent, il y a beaucoup de développeurs qui utilisent des paramètres par référence ou out et dont la modification de ton paramètre est complètement masquée. Tu peux toujours le unit tester et NSubstitute le supporte, Mhm. tout simplement. Et enfin, euh, et là, je l'ai mis tout à la fin quand même, j'aurais pu en parler dès le début, mais qu'est-ce qu'on fait avec le code d'infrastructure? Je parle de contrôleur ASP.NET, je parle d'accès aux données comme, à part HTTP, bien sûr, et le HTTP client, qui reste assez simple à unit tester. Tout ce qui est SQL, Entity Framework, c'est l'enfer à unit tester, on laisse tomber. Ouais. C'est plus dédié aux tests d'intégration. Les contrôleurs, c'est pas hyper dur, mais comme tu passes pas nécessairement à travers la pipeline d'ASP.NET, tu Oui, vas t'as juste pas. unit tester, return OK, not found, etc. Ça vaut pas le coup. Il faut faire un test d'intégration. Ouais, bah, j'allais dire, en entrée, pour les appels, pour les, comment ça s'appelle? Ce que tu disais là, des contrôleurs, de toute façon, c'est l'architecture qui a été développée par Microsoft. On n'a pas à la tester parce qu'elle est, elle est bonne. Exactement. De la même façon que l'appel, par exemple, à DO.NET ou ce genre de choses, ou Dapper, enfin, l'appel à la base de données aussi, ça a déjà été testé. Il n'y a pas besoin de le tester. Et c'est comme HTTP Client, c'est de vérifier quand même que tu passes les bons paramètres. Donc, tout ça, ça peut se faire avec une interface, quoi. Exactement. Et enfin, évidemment, quand je parle d'infrastructure, je parle aussi de ce que tu as dit implicitement, c'est tout ce qui est librairies qui sont déjà éprouvées. Pas besoin non Ouais. plus. Mhm.
Voilà. Et puis, ça fait déjà presque 2/3 du livre. Et puis, qu'est-ce que j'avais envie de parler? C'est aussi de l'automatisation des tests unitaires. D'accord? Donc, tu as 2 phases. Tu as l'automatisation dans Visual Studio quand tu commences avec Visual Studio. Donc, je montre le Test Explorer, le Live Unit Testing, comment tu le configures. Est-ce Comment que, tu... ouais, est-ce que tu parles de Ncrunch ou pas du tout? Non, je n'ai pas parlé d'Encrunch. D'accord. D'accord. Enfin, il y a le live testing dans Visual Studio qui fait la même chose, en moins bien, mais qui fait la même chose, quoi. Ouais, Ouais. il y a différentes façons, mais je voulais pas que le lecteur parte dans tous les sens. Pour la simple et Mhm. bonne raison, c'est que dans le même chapitre, je parle de la couverture de code. Tu as à la fois celle qui est native dans Visual Studio avec VS Test, Mhm. et puis qui va un peu plus loin avec Coverlet. Donc, quand tu as déjà tous ces outils-là et tout ce que j'ai montré, Ncrunch, c'était pas nécessairement nécessaire, si je puis dire, j'aurais pu, mais je pense que le Live Unit Testing de Visual Studio est suffisant. Pourquoi? Parce que ce qui compte le plus, c'est que ça roule dans Azure DevOps, enfin, dans une pipeline Mhm. Git, peu importe laquelle, mais on va dire Azure DevOps pour mon bouquin. Et puis aussi, comment tu génères des rapports avec Coverlet, le tout dans Azure DevOps. Parce que ce qui compte, c'est pas nécessairement ce que tu fais dans Visio Studio, tu pourrais peut-être t'en passer. Il faut au moins que tu t'assures que tout roule dans ta pipeline, parce que c'est là que ça pourrait bloquer si tu fais un peer review et que tu veux merger ta pull request, mais aussi surtout la génération du rapport. Elle se fait en HTML et elle est cute à voir. Donc à la limite, si j'ai pas parlé d'Encrunch, c'est parce que ce qui se passe dans Visual Studio, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais évidemment, Mhm. ça te permet de lancer quand même tes tests unitaires et de voir avant de faire ton push qu'il y a un problème ou pas. Mais le mot final, il se passe dans Azure DevOps et c'est là que j'ai mis l'emphase. D'accord. Et puis enfin, Case Study, je vais même pouvoir te montrer maintenant du code. Je prends un exemple typique, hein, simple mais très typique, d'une API qui n'est pas vraiment architecturée, où tu as tout dans tes endpoints. Et j'ai déjà vu ça souvent, hein. Donc tu as tes endpoints, ok? Mhm. Puis tu injectes un Entity Framework directement dedans, sans. Enfin, tu peux utiliser l'injection de dépendance, mais sans interface. Ça, c'est mauvais déjà. Deuxièmement, tu n'as plus de séparation de responsabilité entre tes input et output de contrôleur et tes entités Entity Framework. Donc, c'est la même entité de bout en bout. J'ai déjà vu ça. Tu as tes méthodes privées qui sont dans le contrôleur. Ça devrait être plutôt des services. Et enfin, ton Entity Framework et tes entités dans le même fichier. Et ce, pour chaque endpoint. J'ai déjà vu ça. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, le case study. J'aurais pu prendre un autre exemple, mais mon bouquin aurait fait 100 pages de plus où tu as Mhm. 1000 lignes de code ce serait illisible et je pense que le lecteur aurait abandonné. Donc, comme tu dois t'en douter, la première étape, tu vas le voir ici, c'est de réarranger le code en créant des couches. Donc, tu as ta couche domaine où tu mets toutes tes abstractions et tes objets de domaine. Tu sépares ton infrastructure et tu sépares évidemment ta business logic. Mhm. Une fois que tu as fait ça, tu peux rendre ton application unit testable. Okay. Et voici comment sont rangés mes unit tests. Donc, c'est le bloc d'en haut. Je ne peux pas l'agrandir, malheureusement, alors j'espère que tu vois bien. Oui, oui. Mais je teste un petit peu d'infrastructure. C'est essentiellement le mapping entre les domain objects et l'entité de database en mes formes de méthode d'extension. Et puis le reste, c'est des services injectables. Donc, par, par feature, je vais créer un dossier par classe et chaque classe de test unitaire teste une méthode de test unitaire. Ça, c'est une bonne pratique si tu veux bien ranger tes tests unitaires. Et ensuite, test unitaire classique, on utilise XUnit, on utilise un constructeur pour réutiliser tes mocks le plus souvent possible et tu fais tes tests unitaires en nommant
tes méthodes le plus lisible possible. Moi, j'utilise le pattern when should. When, condition, should, le behavior, ce que tu attends. Et tu utilises Fluent Assertion, tu testes tes mocks, tes paramètres, combien de fois sont appelées tes interfaces, et ainsi de suite. Donc, c'est clean. Et le Test Explorer, lui, va te dire, quand tu l'exécutes, que tout fonctionne bien normalement. D'accord. Oui, donc il y a un exemple. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a, après toute la théorie, tu as un exemple concret avec comment on était avant et comment on devrait être après. Enfin, une façon d'être après, quoi. Exactement. Donc, on s'entend, c'est quand même un livre destiné aux débutants intermédiaires. Ce que j'apprends là, ce que je mets dans ce livre-là, un senior le sait déjà en général. Après, tout est question de point de vue. J'apporte aussi mon opinion et certains seniors ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Mais là où tout le monde sera d'accord, ce seront les juniors et les intermédiaires qui, eux, auront toutes les bases pour bien architecturer, coder et tester leur application. C'est le but du livre. Ouais. Et après, qu'il y ait une véritable volonté au sein de l'entreprise, ou au sein du projet, que les tests c'est pas uniquement au début qu'on les fait et puis après on les laisse tomber, que ce soit maintenu sur le long terme, effectivement. Sur le long terme, quoi. Exactement. Un point important, je ne parle pas de TDD dans mon livre. Là, je parle uniquement de tests unitaires. Donc, tu as la pratique du test-driven développement et le test unitaire. Donc, je ne m'embarque pas dans le TDD. Il y a des bons et du mauvais dans le TDD. Selon moi, oui, c'est hyper clean. Tu commences à implémenter tes unit tests dès le départ. Mais je m'en tiens généralement dans les entreprises où je vais à faire du test unitaire en même temps ou à la fin de l'implémentation de tes fonctionnalités. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que le TDD pouvait être très coûteux. Et au final, tu peux économiser du temps et de l'argent en faisant des tests unitaires au même moment, mais pas... Enfin, quand je dis au même moment, c'est quand tu as fini ta fonctionnalité plutôt qu'avant ou pendant. C'est vraiment très time consuming. Et c'est pour ça que là, je n'en parle pas. C'est vraiment une philosophie. C'est un sujet complexe qui sort de ce que tu voulais couvrir dans le livre, quoi. Exactement, tout à fait. Ok, bah écoute, merci. Donc, dans les bonnes librairies et puis donc téléchargeable directement sur le site. Donc début avril à peu près. Exactement, c'est ça. Donc là, il est en la page web est déjà disponible sur Apress, mais tu peux pas encore le précommander, mais ça va s'en venir. D'accord. Ok, bah écoute, je te remercie et puis on mettra tous les liens qu'il faut dans les notes de l'épisode. Et ben écoute, merci beaucoup et puis. C'est moi qui te remercie. Et ben bonne journée. Ciao tout le monde. Bonne journée.